Optimiser les ressources, c'est le thème de nos débats de l'après-midi. Prendre le bon départ, c'est essentiel. C'est essentiel en sport et c'est essentiel aussi dans la construction et la rénovation. Alors comment, dès la phase de conception, intégrer les changements climatiques, économiser les matières premières, les ressources, utiliser les matériaux innovants, les circuits locaux et tirer le meilleur profit des outils digitaux et de l'IA pour réduire significativement l'empreinte carbone du bâtiment rénové. On en parle tout de suite avec Philippe Madec, Olivier Jarny et Arnaud Châtel. Vous pouvez les applaudir. Bonjour à vous trois. Olivier Jarny, vous êtes délégué général de Fibois Île-de-France. Bonjour et bienvenue. Philippe Madec, vous êtes architecte, écrivain, professeur et co-auteur du Manifeste pour une frugalité heureuse et créative. Et Arnaud Châtel, bonjour, vous êtes responsable pédagogique du MBA Digital Marketing et Business à l'EFAP et spécialiste de la transformation digitale et de l'IA. On commence avec vous, Philippe Madec. Vous portez donc depuis longtemps cette idée d'une frugalité heureuse et créative en architecture. Qu'est-ce que ça signifie très concrètement? Est-ce que vous pouvez nous donner assez brièvement d'abord les grandes lignes avant qu'on les développe? Je vous remercie. Bonjour. La frugalité heureuse et créative, en fait, c'est un mouvement qui est né il y a 7 ans maintenant, d'un manifeste qui s'appelait le Manifeste pour une frugalité heureuse et créative dans le ménagement des territoires et l'architecture, et qui partait du principe que nous, les bâtisseurs, nous sommes responsables de 40% d'émissions de gaz à effet de serre pour la construction, de 20% d'émissions de gaz à effet de serre pour l'aménagement des territoires, et que donc moi, qui suis urbaniste et architecte, je suis responsable de 60% d'émissions de gaz à effet de serre. Une fois que l'on sait cette responsabilité, on peut se cacher la face, ou on peut aussi décider de faire quelque chose pour que ça s'arrête. Et on a décidé de lancer ce manifeste parce que nous savons faire autrement. Ça fait plus de 30 ans, voire davantage, que nous sommes aujourd'hui plus de 17 000 signataires de ce manifeste qui montrent qu'il est possible de faire en sorte que le monde des bâtisseurs arrête de détruire la planète, ce qui est quand même malheureusement le cas. Il y a quelques bâtiments en verre, en climatisation et en structure béton qui se construisent tout près, là. Typiquement l'architecture des années 70 du siècle passé. Nous savons faire autrement. Et pour faire autrement, il y a, et je vous le dis très rapidement, 4 frugalités qu'il ne faut pas choisir. Il faut les prendre tous les 4 ensemble. La première frugalité, c'est la frugalité en ressources. Faire en sorte d'utiliser les ressources disponibles, ce qui est déjà là, le bâti, arrêter de détruire et réhabiliter, utiliser des matériaux biosourcés, géosourcés et de réemploi. Ça, c'est la première frugalité. La seconde, c'est la frugalité en énergie. Nous savons faire des bâtiments qui n'ont pas besoin d'énergie, qu'on arrête de nous mettre des systèmes compliqués de telle façon qu'on soit en train de compenser le fait que l'on a dessiné des bâtiments qui ne sont pas énergiques. Là, on peut parler de sobriété et énergétique. La frugalité en technicité, il faut arrêter de mettre en place des systèmes tellement compliqués qu'on sait très bien qu'ils tombent en rade. Dans mes architectures, on ne met pas de climatisation, on met de la ventilation naturelle, ce qui fait d'ailleurs que du point de vue de la santé, c'est beaucoup mieux. Et la quatrième frugalité, c'est la frugalité en territoire, la frugalité en sol. On arrête de s'étendre, on fait avec ce qui est déjà là. On fait en sorte donc que nos architectures soient un peu plus respectueuses du vivant, que ce soit le vivant humain et le vivant non humain. Mais en tout cas, nous pensons qu'il est possible de faire, et simplement, une frugalité qui respecte le vivant. Et on va prendre le temps de développer chacune de ces frugalités. Mais d'abord, Arnaud Châtel, comment est-ce que le digital et l'IA s'emparent de ces concepts de frugalité? Et comment peuvent-ils aider à prendre de meilleures décisions dans un projet de rénovation, de réhabilitation? Bonjour à tous. Alors effectivement, l'IA s'empare de ce sujet-là parce que c'est une vraie thématique. L'IA est extrêmement énergivore et donc on est en train d'imaginer de nouveaux modèles qui seront moins gourmands en énergie. Comment ça va se transposer dans l'univers de l'architecture et de la construction? L'IA, c'est un outil qui est magique pour une chose, pour faire des calculs. Et la puissance de calcul de ces outils peuvent permettre de modéliser des modèles, pardon pour la redondance, qui permet justement de faire des projections sur l'impact énergétique
des bâtiments ou autres. Donc, dans un premier temps, ça sera par le biais des calculs. D'accord. Et on va voir le rôle de l'humain, bien évidemment, Bien sûr, et bien ensuite sûr. de l'intelligence artificielle dans ces différents modèles. Parlons d'abord des ressources. Olivia, quels sont les avantages du bois, du chanvre et des matériaux biosourcés dans un projet de rénovation? Merci pour cette question. Alors moi, je représente FIBOA Île-de-France, l'interprofession régionale de la filière forêt-bois. On travaille bien avec nos homologues de la paille et du chanvre. Alors le bois, la paille, le chanvre, ce sont des matériaux qui sont d'abord séquestrateurs de carbone dans leur durée de vie, pendant leur croissance, hein, c'est la photosynthèse, et qui stockent du carbone après sur toute leur durée de vie. Voilà. Donc ce sont des matériaux qui stockent plutôt qu'ils ne consomment, ce qui est quand même un avantage énorme. Ce sont des matériaux qui sont ensuite renouvelables. Si on gère bien cette ressource-là, et la forêt en France est bien gérée, hein, on peut parler de problématiques sur la forêt liées au changement climatique, etc. Mais en France, cette ressource, elle est prospère, elle croît même en surface et en volume. Donc voilà, à l'échelle d'une vie humaine, disons, c'est une ressource renouvelable. Et puis, c'est une ressource disponible et assez locale, très locale quand on parle de la paille et du chanvre, locale sur une échelle plutôt de plusieurs centaines de kilomètres en ce qui concerne le bois et notre région. Mais voilà, en France, on dispose de gisements de bois tout à fait conséquents qui ne sont pas encore utilisés à leur plein potentiel. Voilà, donc des ressources locales qui nous permettent aussi d'assumer une certaine indépendance en matière de construction. Philippe, est-ce que ces matériaux inspirent l'architecte que vous êtes? Inspiré, oui. Oui, mais c'est pas que inspiré, ça nous nourrit. Bon, pour le dire rapidement, l'architecture au 19e siècle, elle a été renouvelée par l'acier. La fonte, l'acier, le Grand Palais, enfin, on connaît ça, la Tour Eiffel. L'architecture au 20e siècle a été renouvelée par le béton. Et on sait où ça nous a amené. L'architecture du 21e siècle, très clairement, est portée par les matériaux biosourcés, géosourcés et de réemploi, qu'il ne faut pas oublier. Oui, en fait, il y a eu dans la relation de l'architecture à la matière, dans le passage du 20e siècle au 21e siècle, un changement important. Si vous regardez le nombre de matériaux qui ont été utilisés pour construire l'architecture du 20e siècle, la tour triangle, là, donc c'est du béton, c'est du verre, c'est de l'aluminium, c'est du PVC, c'est du polyuréthane. Voilà, je peux en rajouter quelques-uns, mais c'est moins de 10 matériaux. Quand vous avez envie de vous débarrasser de ces matériaux qui sont tous d'origine pétrochimique, hein, tous sont liés à un moment donné à l'utilisation de la pétrochimie, quand vous décidez de vous défaire de ça, vous ouvrez une malle au trésor. Là où vous allez, vous découvrez des matières qui sont celles des lieux, qui sont celles des endroits, des régions, et vous découvrez les savoir-faire qui sont aussi liés à tout ça. Et d'un seul coup, on se retrouve non pas dans une restriction, mais en fait, la frugalité, c'est une abondance. C'est un intérêt pour ce qui est abondant dans le monde déjà là. Oui, ces matières sont indispensables à la qualité de l'architecture aujourd'hui et réussissent à faire en sorte qu'elle se déploie vraiment. Olivia, comment la filière bois se structure-t-elle pour renforcer justement cette durabilité de ce matériau et quelles sont les pistes d'action que vous menez en Île-de-France notamment? Alors la filière forêt-bois, elle est beaucoup soutenue par les pouvoirs publics. C'est une filière qui est considérée comme stratégique, notamment dans le cadre des investissements de France Relance, de France 2030. Voilà, on est sur ce qu'on peut appeler une industrie verte, pas trop ce terme, mais voilà, c'est comme ça qu'on le caractérise. Donc grâce à ces soutiens financiers en investissement, il y a des entrepreneurs qui passent à l'échelle, qui construisent de nouvelles usines. Par exemple, là, en Auvergne-Rhône-Alpes, vous aurez bientôt une usine de LVL, c'est du bois déroulé-collé. On va dérouler le bois comme avec un taille-crayon et puis on va le coller. Donc il aura d'autres propriétés par rapport à d'autres matériaux. Voilà. On avait un retard en industrie, en industrie du bois en France. On est en train de rattraper ce retard grâce notamment à ce coup de pouce des investissements publics. Et puis il y a aussi la question du marché qui se structure, porté par la RE 2020. On a quand même la chance d'avoir cette
cette nouvelle réglementation qui pousse à décarboner le bâtiment et donc qui pousse les marchés, les promoteurs, les bailleurs sociaux, les aménageurs à construire avec ces matériaux-là. Nous, on essaye, par exemple, en Ile-de-France, d'accompagner ces acteurs-là qui ont envie de faire plus de bois, qui ne savent pas toujours comment faire. On a un pacte bois biosourcé qui réunit 46 signataires qui ont envie de faire. On les fait se rencontrer, on les accompagne sur des problématiques comme le bois et l'architecture, les coûts, la question du carbone, etc. Pour que le marché donne aussi la confiance qui manque peut-être à l'industriel pour achever de se lancer et faire des investissements structurants. Arnaud, est-ce qu'il existe des outils digitaux pour sélectionner les matériaux et finalement optimiser nos ressources? Alors il existe plusieurs outils digitaux, il existe également des IA qui vont vous permettre justement, rappelez-vous, hein, le nerf de la guerre, c'est la donnée, c'est la data. Et la capacité de ces outils-là, c'est de centraliser massivement et après d'interpréter. Donc il suffit d'avoir une base de données extrêmement bien élaborée pour pouvoir identifier, ben là j'ai besoin de tel produit ici, ici, ici. En termes d'économie, il y a quelque chose qui se développe beaucoup et qui est beaucoup amené par les géants de la tech, c'est la notion de jumeau numérique. Le fait, pour un bâtiment par exemple, d'avoir son jumeau dans l'univers du digital et d'accélérer les rythmes de vie du structure. On va par exemple analyser en une journée ce qui va pouvoir se produire dans la vraie vie pendant 1 an ou 2 ans. Et en fonction des résultats, pouvoir adapter sur tel matériel, sur telle technologie, pour pouvoir justement réduire l'impact et les coûts. Et un autre exemple qui n'a strictement rien à voir, prenez à Londres, une entreprise que vous connaissez au moins de nom, Google, avait créé une IA qui permettait aux centrales électriques de Londres d'économiser 30% d'énergie, juste en appuyant sur un bouton. Je schématise, vous imaginez bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc voilà comment les outils d'IA, de digital, vont nous accompagner dans des choses plus frugales, plus économiques et plus responsables de l'environnement. Olivia, le prix est souvent un frein. Comment est-ce qu'on peut réduire les coûts et développer finalement l'usage de ces matériaux? En fait, je pense qu'il faut renverser un petit peu la manière de faire. Plutôt que de concevoir un bâtiment et ensuite de se poser la question du matériau, il faut partir du matériau. Le bois, la paille, le chanvre, ils ont des propriétés spécifiques. On ne peut pas tout faire. Peut-être qu'on peut tout faire avec le béton, c'est peut-être d'ailleurs une de ses qualités. On ne peut pas tout faire forcément avec du bois, on ne va pas faire des immenses porte-à-faux, ou alors si on le fait, ce ne sera pas économiquement viable. Donc il faut partir des propriétés du matériau et puis il faut avoir des équipes formées. Il faut avoir des architectes qui savent utiliser ce matériau et les écoles d'architecture se mettent à opérer ces transformations-là. Il faut avoir des bureaux d'études sachants dans les équipes de maîtrise d'ouvrage aussi. Il faut des gens qui soient ouverts peut-être à une nouvelle manière de faire, peut-être intégrer les entreprises plus en amont aussi pour mieux comprendre les produits industriels, quelle taille ils font, avec quelle trame il faut qu'on conçoive le bâtiment pour avoir une chaîne de valeur, disons, un petit peu plus regroupée et pas successive. Voilà, pour moi, c'est vraiment un enjeu de formation et de process pour arriver finalement à absorber ces surcoûts. Des équipes compétentes arrivent à livrer des bâtiments bois moins chers que des bâtiments béton, vraiment. J'ai des adhérents qui pourront vous faire visiter ça avec plaisir. Donc voilà, une question d'humilité face aux matériaux peut-être aussi. Alors on a évoqué la frugalité en ressources, évoquons la frugalité en énergie. Les systèmes de climatisation consomment beaucoup d'énergie. Alors ça coûte cher et ça contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Philippe, on peut construire sans climatisation ni ventilation mécanique, sans renier sur le confort? C'est possible ça? Évidemment. Ce qui est étrange, c'est qu'on pose cette question. On sait bien tous les désavantages de la climatisation. On sait bien à quel point elle concourt au dérèglement climatique mondial. Et alors que l'on sait faire depuis tellement longtemps, des architectures climatisées en relation avec leur climat, quel que soit le climat, que ce soit le frais ou le chaud, et évidemment même le très chaud et les canicules. Donc aujourd'hui, nous faisons le pari que... c'est même pas un pari, pourquoi je dis ça? On le fait depuis longtemps. On n'est pas en train de parler d'un projet politique pour 2030 ou 2050. On le fait depuis bien longtemps.
nous faisons des bâtiments qui ont de l'inertie, qui sont isolés par l'extérieur, qui sont ventilés naturellement, avec une qualité d'air, avec une qualité tactile de vie qui fait qu'on est vraiment bien. Pour moi, la climatisation, elle ne peut être utilisée que dans des cas très particuliers. J'ai proposé il y a quelques années que la climatisation ne soit autorisée que sur ordonnance médicale. Je le pense encore. Et je pense qu'en Suisse, même, ils y réfléchissent sérieusement, y compris à Genève. Et que l'on regarde l'utilisation comme le béton pour ce qui lui est purement utile, enfin, pourquoi il est purement pratique. Nous, vous êtes dans l'opposition low-tech, high-tech, donc haute technologie et basse technologie, qui est l'opposition que l'on a héritée du XXe siècle. Il y a le choix pour nous des techniques simples et de moins utiliser le high-tech. Une fois que nous avons dit ça, notre posture est différente de cette opposition un peu binaire entre le high-tech et le low-tech. Notre posture est le right-tech, la technique juste. Le bon matériau, la bonne technique pour la bonne question, pour le bon propos, dans la bonne quantité et dans la réalité économique des contextes. Cette réponse sur le right tech nous permet d'avoir des solutions qui fonctionnent. Ce matin, j'ai expliqué dans un stand qui est juste à côté, le projet avec la ville de Paris qui était là, le projet de la médiathèque James Baldwin, la maison des réfugiés que l'on a réalisé dans le 19e arrondissement à Paris, qui est une réhabilitation d'un lycée hôtelier des années 70, où on n'a pas de climatisation, on a 3 systèmes de ventilation différents, ce qui est rarissime. C'est d'ailleurs le premier bâtiment public ventilé naturellement sur Paris. Ventilation naturelle directe, ventilation naturelle assistée contrôlée simple flux, ventilation naturelle assistée contrôlée double flux. Et avec ça, dans les grandes périodes de canicule, la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, c'était 9 degrés. Les gens étaient persuadés qu'il y avait une climatisation, or il n'y en avait pas. Les utilisateurs qui comprennent à quel point la maîtrise du fonctionnement de leur bâtiment leur amène un confort de vie au quotidien ont très bien compris où est le nord. C'est vrai dans le sud aussi ? Mais partout. Enfin, je pourrais vous donner des exemples de systèmes de ventilation magnifiques en Égypte, les Malkaf, ou en Iran, les Bagdir, etc., etc. Non, cette relation à l'espace habité est quelque chose qui est perçu par tous et qui permet une utilisation. Je pense que chez nous, nous on le fait. À l'heure actuelle, je suis en train de faire à Bordeaux des systèmes de logement sans aucun système de ventilation, rien. Donc on négocie avec le ministère de la Santé, on négocie avec le ministère de l'Écologie. Et donc on fait des logements heureux à vivre, des logements où il y a des fenêtres dans toutes les pièces. Les WC, les salles de bain, les cuisines sont en lumière directe avec des fenêtres ouvrantes et bien sûr toutes les autres pièces. Cette qualité de confort-là, une qualité de confort qui amène à la santé morale, évidemment. La relation à la lumière est indispensable. On ne fait pas 2 placards le matin en se levant quand même, quoi. Et santé physique, parce que la qualité de l'air extérieur est meilleure que la qualité de l'air intérieur, surtout si elle passe par un système de ventilation mécanique. Je pourrais vous en parler toute l'après-midi, je vais m'arrêter là. La réponse est oui. Arnaud, comment est-ce que les nouvelles technologies peuvent nous aider justement à optimiser l'énergie ? Désolé, je vais radoter, mais parce que c'est une conviction profonde. Comment ça va nous aider ? Ça va nous aider, encore une fois, avec ces capacités de calcul, d'anticipation, de projection, de comparaison. Vous savez, on parle souvent en marketing d'A/B testing, faire une version, la tester, et une autre version, la tester. C'est exactement ce qui va se passer avec les économies d'énergie, et notamment, et j'insiste beaucoup là-dessus, avec cette notion de jumeaux numériques, parce que finalement, ça n'a pas de coût. Et les gains, on les verra dans la vraie vie, alors que peut-être toutes les problématiques qu'on aura rencontrées seront dans un univers virtuel qui n'aura pas d'incidence sur nous. Mais je crois beaucoup à la complémentarité, non pas que des outils en tant que tels, mais la complémentarité des professionnels du secteur, comme monsieur Madec, et des outils qui vont leur permettre d'atteindre des choses que peut-être l'être humain ne pourrait pas atteindre seul. Philippe, vous vous en servez de ces outils ou est-ce que vous faites confiance finalement à votre instinct, votre connaissance et votre expérience ? La réponse était oui tout à l'heure, la réponse est non là. Je m'en doutais, c'est pour ça que je vous ai posé la question. En fait, non, je n'utilise pas dans mon travail l'intelligence artificielle. Encore que quand je regarde ce que fait DeepL, je pense qu'il y a un peu d'intelligence artificielle dans la traduction par DeepL. Mais en tout cas, pour le projet d'architecture, non, nous ne le faisons pas.
Et d'une certaine manière, ça va vous paraître un peu orgueilleux, mais ne m'en voulez pas. Je pense que notre travail nourrit de données le monde des données. Et aujourd'hui, quand vous tapez sur l'intelligence artificielle de Google « frugalité heureuse », tout ce qui est dit, ça vient de moi. C'est dans mes livres, c'est dans mes écrits, c'est dans ceux de mon mouvement. Vous n'avez pas besoin de ChatGPT Non, puisqu'en fait, à notre corde défendant, on nourrit le propos de ChatGPT. Ouais. Alors, on a parlé de la frugalité en énergie, de la frugalité en ressources. Vous évoquiez aussi tout à l'heure, Philippe, la frugalité technique et technologique. Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ? En fait, aujourd'hui, les bâtiments sont tellement complexes que plus aucun propriétaire n'est capable de réparer. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont de très bons réparateurs, mais aujourd'hui, ce qu'on nous vend, ce qu'on nous installe chez nous, c'est tellement compliqué que vous ne pouvez même pas le réparer. Ouais. Vous ne savez même pas comment ça fonctionne. Et alors, je vous parle d'une maison, mais dès qu'on arrive dans un immeuble collectif, c'est encore plus compliqué. Dans un bâtiment aussi technologique que celui-ci, encore plus. Et puis, les technologies complexes, on le sait bien, c'est presque une loi. Enfin, je pense qu'il y a même un nom pour cette loi-là. Ça tombe en rade, quoi. Plus un système est complexe, plus il tombe en rade. Donc nous, on ne veut pas de cette chose-là. On veut que les gens puissent avoir la main et la clé sur ce qui est leur contexte de vie. Et donc, plus les systèmes sont simples, mieux on se porte. Et puisque l'on parlait d'énergie tout à l'heure, les deux sont liés, vous voyez. Il y a les matières dont on a parlé, les matières biosourcées, géosourcées et de réemploi. Et puis, il y a l'énergie. Vous savez, l'énergie la plus importante, c'est une énergie fluide. C'est l'air, la lumière, la chaleur naturelle. Or, l'air, la lumière, la chaleur naturelle, on la récolte par la fenêtre. On n'a pas besoin d'une machine pour la récolter. Quand vous faites un logement dans le nord de la France, si vous voulez qu'il soit passif, arrangez-vous pour qu'il ait 2 heures de soleil au 21 décembre. Arrangez-vous pour qu'il soit bien isolé par l'extérieur, qu'à l'intérieur, il y ait de l'inertie, qu'il y ait des protections solaires. Enfin, tout ça est d'une simplicité infinie, qu'il y ait 20% de surface vitrée par rapport à la surface habitable. Tout ça est simple. Et donc nous, voilà, on préfère les fenêtres au moteur. Arnaud, une réaction, parce qu'effectivement, les outils digitaux, l'intelligence artificielle, c'est finalement rendre simple des choses très complexes. C'est tout à fait ça. Mais je vais rebondir sur quelque chose, parce que je sais que M. Madec, il n'aime pas trop l'IA, et à juste titre par rapport à ce que vous développez. Et quand je vais aborder ça, je me fais toujours, pas l'avocat du diable, mais je suis plutôt l'oiseau de mauvais augure. Nous, on a connu une époque, un monde, où il n'y avait pas ces outils-là. On a appris à faire sans. Oui. Moi, je suis dans l'éducation. Je peux vous dire que les piou-piou que je forme, qui demain seront dans la construction, seront architectes ou autres, ils ne sont pas du tout câblés de la même manière que nous. Et les fameuses IA natives, c'est ça ? C'est exactement ça. Ils vivent avec ça. Et alors, je ne dis pas que c'est bien, attention, hein, mais ces futurs professionnels, si les entreprises qui les accueilleront n'utilisent pas ces outils, je peux vous garantir, parce que je le vis déjà aujourd'hui, ils n'iront pas dans ces entreprises. Et j'en discutais avec des amis qui ont eux-mêmes des amis qui sont dans des cabinets d'architecture à travers le monde. Et ils me disaient, là, depuis quelques temps, on voit une accélération de l'adoption d'outils d'IA, parce que c'est facilitateur, etc. Mais certains en prévision, justement, de recrutement des nouveaux talents pour qu'ils soient société compatibles, je vais dire. Et je vous dis ça d'une manière très sérieuse et assez grave parce qu'on est dans nos boulots, on n'a pas le temps, on a la tête dans le guidon. Moi, j'ai un peu de hauteur parce que je suis avant qu'ils arrivent avec vous et je peux vous assurer que ce qui arrive, ouais, il va y avoir des impacts vraiment énormes. Et pour rebondir encore une fois sur ce qu'a dit M. Madec, sur le fait que vous êtes donateur gracieux aux intelligences artificielles, on est en octobre, c'est ça, octobre 2025. ChatGPT n'a pas encore 3 ans. Essayons de faire un effort de prospective avec l'évolution constante et régulière de la puissance et des possibilités. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Peut-être tout ce qu'on se dit là, en termes de matériaux, etc., ça sera toujours d'actualité, mais peut-être même que l'IA, et c'est déjà le cas, va inventer
de nouveaux matériaux. Ça mérite réflexion. On aura peut-être d'ailleurs des questions là-dessus tout à l'heure. Peut-être abordons cette dernière partie, cette frugalité pour les territoires. Philippe, d'abord, quel bénéfice de faire appel au savoir-faire, aux ressources dans la conception de vos projets, de faire appel finalement aux ressources locales plutôt qu'aux ressources de centaines, voire de milliers de kilomètres? Permettez-moi de rebondir sur la question de l'éducation. Donc, je suis professeur depuis 1986, professeur en architecture et en paysage. Et j'ai vu passer des générations, et je sais quelle est la génération qu'on a aujourd'hui, et je sais quels sont les nouveaux cabinets d'architecture qui arrivent aujourd'hui. Ce sont des collectifs. Ce sont des collectifs qui réinventent le rapport à la maîtrise d'ouvrage, qui changent le rapport à la fabrication, à la maîtrise d'œuvre et à la construction, et qui en fait sont très impliqués dans le faire. Et vraiment, je pense que ce rapport à la matière, y compris manuel, par les jeunes architectes, c'est essentiel. C'est en train de donner du sens à tout notre métier, qui est dans la matérialité la plus physique, la plus tactile qui soit. Et on le voit là pour le coup partout, et je pourrais vous donner aussi beaucoup d'exemples sur ça. Donc oui, il y a certainement de jeunes architectes qui pensent que l'IA, c'est l'avenir. Mais en tout cas, il y en a beaucoup aujourd'hui qui savent que l'avenir de l'architecture, c'est l'engagement dans la matérialité et dans la relation entre la construction et l'architecture. En ce qui concerne les territoires, on le sait bien, et ça ne nous rend pas forcément heureux, quoi. Quand on voit des élus qui mettent à mal le ZFE, enfin, la zone de faible émission de gaz à effet de serre, qui mettent à mal le ZAN, la zéro artificialisation nette, on se dit qu'on a un souci avec nos dirigeants. Alors que la réalité, c'est bien celle-là. Il faut faire en sorte que notre rapport au territoire change. Nous disons, on va arrêter d'aménager le territoire, on va arrêter de regarder le territoire comme une source de revenus. L'aménagement du territoire, c'est faire une petite autoroute qui fait gagner un petit quart d'heure, voire 5 minutes, et qui détruit de nombreux milieux. Nous, on dit, on arrête d'aménager les territoires, mais on ménage les territoires. C'est qu'on prend soin des territoires déjà là, des territoires qui sont habités, et ce ménagement des territoires, on ne peut le faire qu'avec les gens qui l'habitent. Pardon. Et donc ce regard sur le monde, sur le vivant, cette manière de faire avec les matières déjà là, avec les territoires déjà et avec les gens qui l'habitent, c'est au cœur d'une pensée qui me semble être indispensable. Réhabiliter le monde, c'est notre travail, hein. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Ce n'est pas juste faire des techniques et des bonnes procédures. Notre tâche au XXIe siècle, là maintenant, on est au premier quart notre tâche est de réhabiliter le monde déjà là, de le réparer pour que l'habitabilité de la Terre soit encore accessible à nos enfants et petits-enfants. Ce travail-là passe par la nécessité d'un retour en estime que nous pourrions avoir pour notre monde. Il faut qu'on se mette à nouveau à aimer notre monde, et pour ça, ça demande un vrai travail de regard attentif, d'attention portée au vivant, d'attention portée au territoire, d'attention portée à l'eau, à la terre, et enfin au vivant, quoi. Ouais, on parlait des territoires, le bois est vraiment ancré dans les territoires. Olivia. Oui, le bois est ancré dans nos territoires, et c'est aussi le savoir-faire qui est ancré dans nos territoires. Et je rejoins ce que vous dites sur cet amour du matériau et cette envie aussi de retrouver quelque chose de concret avec un matériau qui est réel, qui est naturel, qui est source de grande fierté aussi pour les gens qui le travaillent. La filière bois, elle est souvent assez méconnue. Mais finalement, quand on y entre, on n'en ressort pas parce qu'il y a cette fierté. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'elle n'est pas incompatible avec une grande technique et une grande technologie. Les entreprises du bois, elles ont mis en place le BIM très facilement. Le bois, tout est préfabriqué en atelier. Voilà. Donc, on peut avoir un matériau local avec des emplois non délocalisables, ancestral, mais qui s'adapte aussi avec des technologies de pointe modernes et avec des emplois de moins en moins pénibles sur le chantier, avec des chantiers courts, des chantiers secs, propres, un matériau léger qui va permettre de surélever ou de réhabiliter. Voilà. Donc c'est à la fois un matériau du passé et de l'avenir, et un matériau de nos territoires, en effet. Arnaud, comment les nouvelles technologies peuvent aider à connecter les acteurs d'un territoire, par exemple, pour trouver
des ressources ou des matériaux locaux? Je vais vous donner comment on appelle ça, un slogan d'entreprise qui est très très connu, qui va driver le reste. Vous vous rappelez de Nokia? Oui. Nokia, Oui. c'était Connecting People. Qu'est-ce que ça sous-entend? C'est qu'en fait, il y a deux approches. Soit on a une approche comme on travaillait avant, donc chacun dans son coin, c'est siloté, ou bien on essaye, autant que faire se peut, parce que ce n'est pas simple, il peut y avoir quelques personnes conservatrices, on va dire, mais au contraire, essayer de mettre tout ça en réseau. Vous connaissez, j'imagine, vous utilisez des outils, Teams, Meet et j'en passe. C'est exactement la même idée, mais transposée cette fois-ci au territoire pour mutualiser l'information. Philippe, vous dites que la frugalité créative a gagné la bataille des idées, mais pas celle du terrain. Alors, comment passer finalement des paroles aux actes? Alors, le fait qu'on ait gagné la bataille culturelle, ça s'avère partout aujourd'hui. Hein. Allez faire un tour à la Biennale de Venise, par exemple. Hein, et vous verrez, tous les pavillons ne parlent que de ça. Tous les pavillons ne parlent que d'engagement éco-responsable. Et regardez même le dernier Grand Prix d'architecture nationale, Gilles Perraudin, qui est un signataire du Manifeste de la frugalité heureuse et créative et un des plus anciens architectes engagés dans la frugalité heureuse et créative. Regardez comment les écoles d'architecture se changent et vont vers ça. Regardez le réseau interne aux écoles qui s'appelle ENSA-ECO. Enfin, aujourd'hui, cette diffusion de la notion de frugalité est partout. Quand on reçoit des programmes de concours, pour des concours que nous faisons, puisque les architectes accèdent à la commande par concours, le mot est partout. Et ce matin, je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé Télématin. Ce matin, pour Télématin, quand ils nous ont expliqué ce qu'allait être le TGV du futur, il a dit: j'ai une bonne nouvelle, il ne va pas rouler plus vite, il va rouler moins vite. Il ne va pas rouler à 350 km/h, mais à 320, parce que le passage entre 320 et 350 consomme énormément d'énergie. Et le présentateur a dit: ça s'appelle la frugalité. Donc aujourd'hui, ce mot-là est apparu non pas comme une injonction, ce n'est pas la sobriété, ce n'est pas l'injonction. Vous devez moins consommer, vous devez moins émettre de gaz à effet de serre. On voit bien qu'il y a une joie, qu'il y a finalement une qualité de vie qui est portée par la frugalité. C'est réel, on le voit bien. Le travail, c'est un travail que l'on ne peut pas faire sans la société civile. Ce ne sont pas quelques acteurs, même si nous sommes nombreux pour le manifeste de la frugalité heureuse et créative, qui vont absolument tout emporter. Le monde du bâtiment doit être emporté. Moi, quand je me balade à Batimat, j'ai quand même l'impression d'être totalement dans le scénario business as usual du GIEC. Donc j'ai un peu peur quand je me balade dans ce réseau-là. Il nous faut absolument faire en sorte qu'on agisse ensemble. Alors, si vous voulez, deux actions. À l'heure actuelle, il y a une initiative européenne citoyenne, une initiative citoyenne européenne, comme on dit, qui s'appelle House Europe. House Europe reprend deux idées de fond du manifeste de la frugalité heureuse et créative. Un, on arrête de détruire, on réhabilite. Et deux, on baisse la TVA sur les matériaux biosourcés, géosourcés et de réemploi. Parce qu'il est quand même assez imbécile que les matériaux qui ne sont pas vertueux coûtent moins cher, parfois, que les matériaux vertueux. D'ailleurs, de ce point de vue-là, il y a des choses qui ne sont pas aussi simples que ça. La production des énergies renouvelables, depuis 4 ans, coûte moins cher que la production des énergies carbonées. Vraiment. On a tous les chiffres tous les ans. Et dans certaines régions de France, et à mon avis, il faut le tester en permanence, la laine de bois coûte moins cher que la laine de roche. Donc tout ça est en train de changer petit à petit, mais il faut en avoir envie. Il ne faut pas juste se poser la question de « et alors je vais prendre ce qui coûte le moins cher ». Parce que ce qui coûte le moins cher, ce n'est pas un matériau par rapport à un autre, c'est un projet. L'enjeu, c'est de faire un projet d'emblée. Et si vous voulez un conseil, et c'est le seul que je vais vous donner vraiment aujourd'hui, si vous devez construire, si vous devez réhabiliter, si vous devez vous occuper de chez vous, investissez dans le clos et le couvert. Investissez dans la boîte, dans les murs, dans les toits et les menuiseries. Le reste, c'est pas si important que ça. Le reste, ça peut changer comme vous voulez. Mais investir dans le clos et le couvert, c'est donner de l'avenir à votre bien. C'est faire en sorte que, quoi qu'il se passe, et il va se passer certaines choses dans les décennies à venir, votre bien
sera capable de résister. La robustesse, c'est un enjeu essentiel. La solidité, ça a toujours été un grand cas en architecture. La solidité, la beauté, la commodité. Aujourd'hui, la robustesse, c'est un enjeu majeur. Il faut répondre à la robustesse. Olivia, Arnaud, quels sont les autres leviers finalement pour accélérer ? Peut-être qu'un autre levier pour compléter ce que je disais tout à l'heure, c'est de s'adapter encore plus à la ressource. Par exemple, mobiliser davantage les gisements de réemploi qui existent sur tous les matériaux, mais qui existent aussi sur le bois, surtout dans une région comme la nôtre. Utiliser davantage la ressource feuillue aussi. En France, on a 2 tiers de feuillus, 1 tiers de résineux. On construit qu'avec du résineux. Voilà. Donc, comment on peut valoriser davantage les essences qu'on a sur place, retrouver des pratiques qu'on avait auparavant, et puis peut-être continuer à structurer ces filières paille et chanvre où encore aujourd'hui on a beaucoup de ressources qui n'est pas forcément utilisée. Donc voilà, cette adéquation à la ressource, ça me semble être un des sujets clés. Avant de prendre les questions du public, Arnaud, un dernier mot. Pour répondre à la question, moi je pense qu'il y a 2 leviers qui peuvent faciliter, aider. C'est la formation pour transformer les esprits sur l'intérêt d'être plus vertueux. Et puis la seconde chose, c'est de l'incitation. Comme vous le disiez très justement, il n'est pas normal que les matériaux les plus bénéfiques pour la planète soient plus chers que ceux qui ne le sont pas. Donc la formation et l'incitation. L'incitation, pardon. Allez, on va prendre vos questions. N'hésitez pas à intervenir pour demander un micro. Les hôtesses sont là. Vous pouvez réagir à ce qui vient d'être dit. Partagez avec nous votre expérience, un exemple concret ou poser une question, demander une précision. Nos invités sont là pour vous répondre. Pas de questions ? Non ? Alors, si vous avez une question, Olivia, elle est pour vous la question ? Non, pas du tout. Moi, j'en profite. J'ai une question pour vous, Philippe. Cette dynamique de la frugalité heureuse, est-ce qu'elle a essaimé dans d'autres pays ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une dynamique européenne, voire mondiale ? Est-ce que c'est très franco-français ? Voilà. Ça veut dire j'ai rédigé ce manifeste avec 2 amis, Dominique Gozin-Müller, qui est une architecte-auteur, et un ingénieur, Alain Bornarel. Quand on l'a écrit en décembre 2017, on se disait si on a 1000 signataires, ça va être bien, quoi. Bon, aujourd'hui, on a dépassé les 17 000 signataires, ça vient de 90 pays. Il y a des groupes partout en France, dans toutes les régions et dans tous les départements. Il y a des groupes qui sont à l'action. La réalité de notre mouvement, c'est pas moi, hein. C'est des gens partout sur le territoire. On était 600 à Saint-Ouen là, pour nos rencontres nationales le week-end dernier. Et puis, il y a des groupes qui existent à l'étranger. La Belgique est le second pays à avoir signé et donc il y a un groupe en Belgique, il y en a un groupe en Suisse qui est en train d'arriver, il y en a un qui est en train de se constituer au Canada. Il y a eu pendant un certain temps un groupe au Maroc. Donc en fait, il y a cette envie de faire et cette reconnaissance de cette valeur de la frugalité qui est une opportunité. Enfin, je ne vous l'ai pas dit, mais frugalité, c'est du fruit en latin. Et frugalité, ça veut dire la récolte du fruit. Et la récolte du fruit est fructueuse quand elle ne blesse pas la terre et qu'elle rassasie ceux qui la font. Et cette notion de trouver les fruits de la terre sans blesser la terre, mais pour nous rassasier, arrêter de consommer et avoir ce qui nous permet de vivre, c'est l'essentiel de notre travail. Et donc voilà, contenter. Cette notion de contentement est une notion heureuse et qui entraîne avec elle ceux qui ont envie de partager ce que moi j'appelle mieux avec moins, mieux vivre en utilisant moins de ressources. Je suis membre du chapitre Europe du Club de Rome. J'étais évidemment pas un des premiers du Club de Rome, mais j'ai relu tous les rapports du club, pas tous, mais en tout cas un de 97 qui s'appelle Facteur 4. Le sous-titre français de Facteur 4, c'est 2 fois plus de bien-être en consommant 2 fois moins de ressources. Il n'y a pas d'autre programme d'avenir pour nous les bâtisseurs. Parce qu'en fait, quand on vient vers nous, la seule demande qu'on nous fait, c'est le bonheur. La seule demande qu'on nous fait, c'est le contentement, c'est le bien-être. C'est notre seul travail, quoi. Et on sait que pour y arriver, on a 2 fois moins de ressources. Donc il n'y a pas d'autre chose à faire, mais il faut bien le faire, quoi.
Merci pour cette précision. Oui, monsieur? On va vous donner un micro. Bonjour. Merci pour tout ça. Une question pour Monsieur Madec. Déjà, merci et bravo pour vos propos inspirants. Et ma question est du coup, est-ce que vous avez déjà œuvré ou rencontré des territoires, des projets qui mettaient à l'œuvre un peu ces 4 types de frugalité que vous appelez de vos voeux? Nous les mettons à l'œuvre. En fait, on n'a jamais eu autant de travail. J'ai commencé à travailler dans les années 90. Au début des années 90, mon atelier, c'était 2 personnes, 3 personnes. L'écologie, personne ne voulait l'entendre. Et puis, il y a eu de la HQE au Grenelle de l'environnement, un moment assez heureux, 10 ans, 97-2007. Après, c'est tombé en rade, jusqu'à un retour beaucoup plus récent, 2015, on va dire. Et aujourd'hui, il y a des maîtres d'ouvrage qui viennent vers nous comme ils ne venaient pas vers nous avant, y compris des maîtres d'ouvrage privés. Ils sont plus rares, toute ma vie est liée au public, mais tous nos projets utilisent évidemment ces 4 frugalités-là. Je vous parle de moi parce que je le sais bien, mais si vous aviez été avec nous à Saint-Ouen, vous auriez vu tous les partenaires qui étaient là et qui sont de tous les groupes de France et de Navarre. Ils font la même chose. Par exemple, je parlais de Bordeaux tout à l'heure et de ce bâtiment de logement que je fais à Bordeaux pour Aquitanis. La ville de Bordeaux a créé le label bâtiment frugal bordelais. Et donc, dans un travail collaboratif avec les promoteurs de Nouvelle-Aquitaine, ils ont créé ce label bâtiment frugal bordelais qui fait tout ce travail-là, qui prépare l'architecture au réchauffement climatique, qui installe des architectures qui ne consomment pas plus de territoire, qui utilisent les ressources locales. Enfin, je suis loin d'être le seul à porter ça. Et il y a plein de projets qui se font. Il y a une série qui s'appelle Architecture frugale, à laquelle vous pouvez accéder. En fait, on a publié, je pense, 10 ouvrages aujourd'hui qui montrent des architectures frugales inspirantes dans les régions de France. Dans 10 régions. On continue à en faire. Hein. Il y a un ami néo-calédonien qui est là. On va faire un livre sur l'architecture frugale en Nouvelle-Calédonie. On va en faire un aussi sur la Belgique. Donc ces livres-là montrent bien qu'il y a plein de possibilités pour y arriver. Et pour nos rencontres et aussi pour le Salon des maires qui est à venir, on a fait ce qu'on appelle le journal des possibles, qui est un journal avec un format comme Libé, où on a retenu un certain nombre des exemples qui venaient de nos livres sur les régions pour montrer, et en ne montrant que des réhabilitations, à quel point des élus s'engagent avec intelligence sur leur territoire pour faire une architecture qui ne blesse pas leur territoire et qui nourrisse et qui rassasie ceux qui l'habitent. Oui, il y a plein d'exemples. Vraiment. Allez sur le site frugalite.org. Si vous voulez avoir les informations sur toute notre activité, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire chez nous, c'est gratuit. Et vous aurez toutes les informations qu'il faut. On n'est pas là pour faire de l'argent. On est là pour faire en sorte que les choses bougent. Ouais. Y a-t-il une toute dernière question? Alors peut-être un dernier message. Oui, madame. Bonjour, Anne-Eulot, architecte étudiante à l'école des ponts. J'ai la question concernant les matériaux biosourcés et construction de l'avenir. En fait, je voulais poser la question, c'est un rôle de qui de convaincre maîtrise d'ouvrage d'utiliser, si ce n'est pas la question le prix, que c'est beaucoup moins cher que les autres possibilités d'un matériau, c'est un rôle de qui de convaincre de construire en utilisant les matériaux biosourcés, et si c'est le rôle d'architecte ou il y a l'autre métier qui peut donner les vrais chiffres sur l'utilisation de construction dans les matériaux. Olivia va vous répondre, puis peut-être Alors, un élément de réponse, parce que c'est un peu le rôle de chacun de faire son chemin, mais en tout cas, il y a quand même, je trouve, un vrai rôle des prescripteurs, collectivités, aménageurs. En Île-de-France notamment, on a des grands aménageurs publics et privés qui ont un rôle de planification, d'aménagement du territoire, qui mettent en œuvre des projets de quartier, qui ensuite choisissent des promoteurs ou des bailleurs sociaux qui vont venir construire des immeubles. Eux, ils ont un vrai effet de levier parce qu'ils peuvent mettre dans leur cahier des charges matériaux bois et biosourcés,
part de réemploi importante, objectif RE 2020 niveau 2031 en avance de phase. Enfin voilà, je ne dis pas que c'est la bonne solution forcément, mais en tout cas, ils ont cette possibilité de donner des règles du jeu claires à un marché, de fixer aussi des prix de cession de foncier qui seraient clairs pour que ensuite la bataille elle se fasse sur le projet, et sur la qualité du projet et pas sur le prix et donc pas sur le matériau forcément. Voilà. Donc nous en tout cas on travaille beaucoup avec aménageurs et collectivités pour les accompagner aussi sur la manière de prescrire le bois, les biosourcés, le réemploi et de faire changer avec un effet de levier assez important les pratiques. Alors vous l'aurez compris à travers ces 3 interventions, hein, c'est vraiment important de prendre le bon départ, que ce soit dans la construction comme dans la rénovation. Un dernier message à tous les 3. On commence avec vous, Philippe. Un dernier message. Ce sera une réponse à votre question. Vous savez, dans tout projet, il y a une peur latente. Parce que, vous savez, le projet, c'est s'adresser à l'avenir, un projet, hein, quoi qu'il arrive. Donc, dans cet adressage à l'avenir, il y a toujours une part de peur, de crainte. Le vrai travail que nous avons à faire, les maîtres d'œuvre, c'est d'apaiser les craintes de tout le monde. Et pour y arriver, l'architecte tout seul, il n'est pas grand-chose. Hein. Et donc, ce que je construis avec moi, c'est une équipe de maîtrise d'œuvre très solide, capable de répondre à la totalité des questions qui nous sont posées. Ingénieur en environnement, construction bois, spécialiste du réemploi, paysagiste, spécialiste de la biodiversité, ingénierie traditionnelle évidemment. Mais en fait, l'importance de la maîtrise d'œuvre aujourd'hui est essentielle pour faire en sorte que les réalisations innovantes qui sont proposées aboutissent sans souci. Arnaud. Donc moi, désolé, je vais avoir un prisme un peu dans mon univers. Moi, j'ai un conseil à vous donner, très humblement. On n'est qu'au début de quelque chose qui va être bouleversant. Bouleversant. Je pense qu'il est urgent de s'intéresser aux capacités actuelles de tous ces outils, mais surtout de se dire que dans quelques années, et à l'échelle de l'humanité, c'est pas beaucoup, quelques années, ce genre de scénario de science-fiction dont on peut entendre parler à l'habitude, ça sera plus de la science-fiction. Donc il faut être curieux, mettre les mains dans le cambouis, si je puis dire, tester et voir comment, non pas on va se faire substituer par telle ou telle technologie, mais voir comment on peut cohabiter avec et comment un peu nous rendre meilleurs et plus efficaces et nous débarrasser, ça c'est mon côté peut-être feignant, des choses les moins intéressantes qu'on peut être amené à faire dans nos métiers et justement se concentrer sur ce qu'il y a de plus forte valeur ajoutée. Olivier, un dernier message. Pour prendre le bon départ, peut-être penser dès le départ au bois dans les projets de rénovation. Pour penser dès le départ, il faut s'entourer des bonnes personnes et avoir envie d'apprendre. Voilà. Je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre de ces matériaux, beaucoup à apprendre de la nature. Et voilà, il faut avoir l'esprit ouvert. Et du coup, je vous remercie d'avoir eu l'esprit ouvert en venant de nous écouter aujourd'hui. Merci à vous 3 pour ces messages. Restez avec nous parce que dans quelques minutes, vous allez assister à une autre conférence de la déconstruction, recyclage, l'économie circulaire dans la rénovation. Dans quelques minutes.